Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, c'est les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la conférence de presse mercredi 26 mars de la cellule des cadres de la République des valeurs qui a dénoncé une proposition de loi interprétative de la proposition de la loi d'amnistie qu'ils assimilent à un tour de passe-passe. Et puis les jeunes disent niet au projet de dissolution du Conseil de la jeunesse. Selon eux, la transformation du Conseil national de la jeunesse en Conseil consultatif est une réforme en violation flagrante du droit à l'association. Leur explication à suivre en cours d'édition. Et puis pour clore ce journal, le Sénégal s'impose 2-0 face au Togo ce mardi lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions grimpent ainsi à la 2e place du groupe B avec 12 points derrière la RD Congo. La réaction de quelques Lions à suivre en fin d'édition. Mesdames et messieurs, c'était le titre dans un instant de développement. Merci de nous rester fidèles. Il est exactement 20h02 sur Global Télévision. Je vous l'annonçais en titre, la cellule des cadres de la République des valeurs a organisé une conférence de presse mercredi 26 mars pour alerter et dénoncer la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie qui, selon eux, ne souffre d'aucune ambiguïté, comme le prétendent les députés de PASTEF. D'après Abdouaziz Pouy, qui est le membre de la cellule des cadres, au micro de Mansour Diassé Vieyaye. Basculer dans l'absurde, une nouvelle proposition de loi déguisée en amendement qui change fondamentalement le contenu et les objectifs du texte d'origine. Ce tour de passe-passe révèle l'embarras d'un régime confronté à l'exigence populaire, celle de l'abrogation totale de la loi portant amnistie. Mais au lieu de répondre à cette demande légitime, il tente de la contourner en empruntant le détour d'un texte maquillé, présenté sous l'étiquette trompeuse de loi interprétative. Et quand nous analysons ce texte, force est de constater qu'il s'agit davantage d'un habillage destiné à désorienter l'opinion que d'un acte législatif sincère. Dès la lecture du texte issu de l'amendement, deux constats s'imposent. L'exposé des motifs relève d'un enfumage juridique, tandis que le contenu même de la loi constitue une opération d'embobinage politique. L'objectif est clair, maquiller un renoncement à l'abrogation promise en prétendant clarifier ce qui en réalité était déjà clair. Et pourtant, il existe une voie responsable. Le pouvoir peut tout à fait initier une abrogation solide, juridiquement fondée, avec une portée rétroactive assumée. Une telle abrogation bien pensée permettrait enfin que la lumière soit totalement faite dans la vérité comme dans la justice. Je vous l'annonçais également en titre, les jeunes disent niet au projet des nouvelles autorités qui tendent à remplacer l'actuel Conseil de la jeunesse en Conseil consultatif, car pour eux, ce nouveau cadre en gestation ne permet pas une bonne prise en charge des problèmes de la jeunesse. Puis, selon Mohamed Bayal Guissé, le membre du conseil départemental de la jeunesse de Pikine, la transformation du Conseil national de la jeunesse en conseil consultatif est une réforme qui est en violation flagrante du droit à l'association prévue par la Constitution du Sénégal. Ils se sont exprimés au micro de Mansour Diassé. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici pour défendre un enjeu qui est en train d'être vu. Nous sommes aussi présents pour défendre un pilier fondamental
qui est un pilier fondamental de l'engagement citoyen et démocratique de notre jeunesse, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Ce combat ne concerne pas une simple réforme administrative. Il s'agit d'un enjeu crucial pour l'avenir de la jeunesse sénégalaise, pour sa voix, son engagement et sa participation aux décisions qui la concernent. Le gouvernement propose de transformer le Conseil national de la jeunesse en un simple conseil consultatif des jeunes, une coquille vide, un organe sans pouvoir, sans autonomie réelle et sans capacité d'action. Nous refusons cela car, en d'autres termes, ils veulent nous réduire au silence. Nous refusons car cette réforme est une violation flagrante de notre droit fondamental à l'association, consacré à l'article 8 de la Constitution du Sénégal. En tournée dans la banlieue dakaroise, dans le cadre de l'opération Corps 7, un programme de nettoiement avec les agents de la Sonaget, le directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets, Khalifa Ababakar Sarr, s'est exprimé sur la grève des concessionnaires. Il a ainsi promis un terrain d'entente avec l'épurement total de la dette. Le DG de la Sonaget a également tenu et rassuré du dispositif nécessaire pour éviter le désordre après la Korité. Il est au micro d'Aïssa Touba. Un épurement complet de la dette qui nous a suivis depuis l'UCG. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ils sont nos francs partenaires. Et on a croyance que nous allons trouver un terrain d'entente parce que M. le Premier ministre a lancé l'épurement complet de la dette dans sa déclaration de politique générale. Mais aujourd'hui, si on s'achemine vers la Korité, c'est que tout est là. On va tout à l'heure visiter le marché des HLM. Pour un mois du Ramadan, on n'a jamais cessé d'huiler notre dynamique dans la perspective d'occuper le terrain, mais également partout, dans toutes les capitales, surtout les cités religieuses, de mettre en place un dispositif pérenne, mais également des hommes dévoués pour que, au lendemain de la Korité, que la vie puisse continuer et qu'on n'ait pas d'encombrement partout dans la capitale, mais dans les grandes villes du Sénégal. Et puis, parlons santé. Le projet de construction d'un centre des grands brûlés a été présenté ce mardi 25 mars 2025. C'est un projet crucial réalisé grâce à la Fondation Sénélec pour la prise en charge des victimes de brûlures graves. Lors de la cérémonie de lancement, le ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines, Biram Souleye Diop, a expliqué que le centre est l'expression d'une volonté de restaurer la dignité des grands brûlés. Le médecin colonel Mohamedou Mansour Fall, qui est le chef du service des brûlés à l'hôpital principal, quant à lui, a rappelé les limites actuelles tout en rassurant que ce nouveau centre va changer la donne. Leurs propos sont recueillis par Mariam Salif Dia. Et le centre des grands brûlés que nous nous engageons à bâtir est l'expression de notre volonté commune de créer un cadre dédié à la sensibilisation, à la prise en charge et à la restauration de la dignité des personnes touchées par ces atrocités. Et aujourd'hui, vous avez présenté le projet sûrement et certainement devant un auditoire sensible, parce que nous l'avons été. Nous avons le devoir et la responsabilité d'agir tout de suite et maintenant. Et c'est à cela que nous ont appelé les hautes autorités de ce pays, notamment son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, et Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, qui placent la condition humaine au cœur de leurs priorités. Malgré les mesures d'adaptation et de réaménagement qui nous ont permis de diminuer le taux de mortalité hospitalière des brûlés graves, on est arrivé à un stade où on a plafonné. Et il nous faut ce projet qui va augmenter la capacité d'admission, l'offre litière d'une unité de traitement de brûlés de 3 lits. On va passer à un centre de traitement de brûlés
de 40 lits, 20 lits de réanimation et 20 lits de chirurgie plastique. Ce centre comportera un service de rééducation qui prendra en charge les patients précocement pendant la phase de réanimation et ultérieurement après donc, les hospitalisations de réanimation. Et on peut retenir qu'au Sénégal, on tourne autour de 25 000 brûlés par an, toutes catégories confondues. Et puis à Tambacounda, le marché est bien approvisionné en denrées de première nécessité en cette fin de Ramadan et à quelques jours de la fête de Korité. Le service régional du commerce de la ville de Tambacounda veille au quotidien sur la disponibilité des produits, mais aussi au respect des prix et de la qualité de ces produits. D'ailleurs, 18 tonnes de produits impropres à la consommation ont été saisies et des sanctions infligées aux commerçants. Modi Danfara, le chef du service régional du commerce de Tambacounda, au micro d'Amadou Diallo. Ce que nous avons recensé, par exemple, pour le riz, toutes variétés confondues, qu'il s'agisse du riz brisé ordinaire, du riz parfumé et du riz de la vallée, nous avons une quantité de 1349 tonnes. Pour ce qui est de l'huile de palme de 20 litres, nous avons recensé 3206 bidons. Pour le sucre en poudre, nous en sommes à 152 tonnes. Pour la farine, le relevé de stock a montré 224 tonnes. Pour l'oignon local, nous avons recensé 109 tonnes. Pour la pomme de terre locale, 84 tonnes. Pour le gaz butane, 6 kg, nous en sommes à 4984 bidons. Et pour le gaz butane 2,7 kg, nous avons recensé 1112 bidons. Là, vous voyez aisément que les quantités donc recensées couvrent les besoins de consommation pour la fête de Korité qui s'annonce. À côté donc de veiller à l'approvisionnement du marché et à l'application donc des prix homologués, nous contrôlons également la qualité des produits commercialisés. Nous avons retiré des circuits de distribution 18 tonnes de produits impropres à la consommation. Bon, c'est divers produits, ça peut être de l'huile, il y a également de la farine périmée, il y a d'autres produits très prisés pendant le mois de Ramadan. Au Mali, une semaine après l'assassinat du leader Paul Boubou Tigal Cissé, l'enquête se poursuit. Plusieurs dizaines de personnes auraient été interpellées par la police. Et puis hors d'Afrique, la Corée du Sud fait état de 24 morts dans l'un des pires feux de forêt de son histoire. Suivons l'essentiel de l'actualité internationale avec Mam Awassal. De chez nous, cela fait plus d'une semaine que le leader communautaire Paul Malian Boubou Cissé a été assassiné. Mardi 18 mars 2025 au soir, plusieurs dizaines de personnes auraient déjà été interpellées par la police de sources sécuritaires maliennes. Certains sont repartis libres après interrogatoire, d'autres sont toujours en garde à vue. Aucune précision sur leur éventuel lien avec l'assassinat. En Tunisie, la seconde audience du procès sur l'envoi des jeunes Tunisiens en Syrie et en Irak sur la période Hollande 2011 à 2014 s'est ouverte mardi 25 mars. L'une des figures les plus prédominantes de ce procès est l'ancien premier ministre et ministre de l'Intérieur. La Corée du Sud a annoncé ce mercredi 26 mars le décès de 24 personnes dans les feux de forêt qui ravagent le pays. Au bilan qui pourrait encore s'alourdir, d'autres personnes ayant été blessés et les flammes n'étaient toujours pas maîtrisées. Par ailleurs, un hélicoptère déployé par la lutte contre ces vastes feux de forêt s'est écrasé mercredi, tuant son pilote, a indiqué le service local des pompiers. Le tribunal argentin chargé du procès concernant la mort de Diego Maradona a ordonné mardi 25 mars en pleine audience l'arrestation de Julio Correa, ancien garde du corps de la star de foot argentine, pour faux témoignages après avoir révélé des contradictions dans ses déclarations. Merci Mam Awassal. Après l'actualité hors de nos frontières, parlons sport à présent. Après le match nul face au Soudan, le Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal a battu mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio celle du Togo
sur un score de 2-0. Cette victoire propulse le Sénégal à la deuxième place du groupe B. Voici la réaction de Khalidou Koulibaly au micro de Mansour Diassé. Une victoire importante parce qu'on savait que ça allait être un match très difficile. On voulait prendre les 3 points. Il y avait beaucoup de crispation, je pense, beaucoup de pression autour de ce match-là. Mais voilà, le plus important, c'est qu'on a pris les 3 points aujourd'hui. On a rendu les Sénégalais contents. Je pense que voilà, au niveau de l'état d'esprit, il y a eu de très belles choses. On a fait rentrer les petits minots qui sont arrivés. Donc je suis content, c'est plutôt positif ce soir. Ouais, c'est ça, on se replace à la deuxième place. On sait que maintenant on aura 4 finales. 4 finales, on va devoir les gagner. On a notre destin entre guillemets dans nos mains. Parce que si on gagne ces 4 matchs, on sera qualifié. Maintenant, on va prendre match après match, essayer de gagner les matchs. Ça va être très difficile. Mais on est capable de le faire avec cette équipe, cette génération, ces grands joueurs. Je pense que voilà, on est capable et on le fera, Inch'Allah. Ouais, beaucoup de personnes m'ont dit qu'il y avait beaucoup de lenteur, mais pour moi, le plus important, c'était de prendre les 3 points aujourd'hui. Il n'y avait pas de calcul à faire, on avait besoin de ces 3 points, c'était vital pour nous. Ça aurait été une catastrophe, comme je vous l'ai dit la dernière fois, si on aurait perdu, on aurait fait match nul. Aujourd'hui, on voulait rattraper au moins un des 2 équipes qui étaient devant nous. On l'a fait, on est passé devant le Soudan. Maintenant, il reste le Congo. On va tout faire pour passer devant eux et être qualifié directement. Ça se passe très bien, je suis content pour eux. Ils le méritent. Aujourd'hui, on a vu Hassan qui a fait un match correct. On a vu Ilaï qui a fait un bon début de match aussi. On a vu Antoine qui est rentré encore ce soir. Donc ça fait plaisir. Ça prouve que le Sénégal a un bel avenir devant lui, Inch'Allah. Et puis, parlons toujours sport au stade monumental de Nunez à Buenos Aires. Les champions du monde argentin sans Lionel Messi ni Lautaro Martinez ont donné mardi soir une leçon de football à des Brésiliens apathiques, 4-1. Désormais 4e des qualifications pour la Coupe du Monde et relégué à 10 points des Argentins. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Global Télévision.